Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Lorsque le Falcon ouvrit en 1973, Elmer Curti avait pensé que sa clientèle se recruterait avant tout parmi les voyageurs. 3 compagnies d'autocars se partageaient en effet le terminus voisin, Trailways, Greyhound et Aroostook County. Il avait oublié de tenir compte d'un fait. Nombre de passagers des cars sont des femmes ou des familles avec des ribambelles d'enfants. Quant aux autres, ils ont leurs bouteilles au fond d'un sac en papier craft et ne quittent jamais le véhicule. Ne descendaient donc, en général, que des marins ou des soldats qui ne consommaient qu'une bière ou deux. Difficile de se quitter en 10 minutes d'arrêt. Quand, en 1977, Curti avait commencé à prendre conscience de la dure réalité, il était dans les dettes jusqu'au cou et ne voyait pas comment s'en sortir. L'idée de mettre le feu au Falcon pour toucher l'assurance lui vint bien à l'esprit, mais à moins de prendre les services d'un professionnel pour l'allumer, comment ne pas se faire prendre? Et où trouvait-on les incendiaires professionnels de toute façon? En février 1977, il se donna jusqu'au 4 juillet. Si, à cette date, les choses ne s'étaient pas améliorées, il mettrait la clé sous la porte et prendrait un Greyhound pour aller voir en Floride comment les choses se passaient. Mais au cours des 5 mois suivants, le bar connut une stupéfiante et paisible prospérité. Dans son décor noir et or ponctué d'oiseaux empaillés, taxidermiste amateur spécialisé dans les oiseaux, le frère d'Elmer était mort en lui laissant sa collection. Soudain, au lieu de tirer 60 demi et servir une vingtaine de cocktails par soirée, il se mit à tirer 100 bières et à servir autant d'apéritifs. Certains soirs presque 2 fois plus. La clientèle était jeune, courtoise et presque exclusivement masculine. Elle s'habillait souvent de manière extravagante, mais les tenues extravagantes dans ces années-là étaient quasiment la norme, et ce n'est qu'en 1981 que Curti se rendit compte que ses clients étaient presque tous homosexuels. Les habitants de Derry auraient ri de lui s'il leur avait fait cet aveu, et lui aurait demandé s'il les croyait nés de la dernière pluie. Mais c'était pourtant la pure vérité. Comme le cocu de l'histoire, il fut le dernier au courant. Mais quand il le fut, il s'en contreficha. Il gagnait de l'argent, et si 4 autres établissements de Derry en faisaient autant, le sien était le seul que des clients mal embouchés ne démolissaient pas régulièrement. Il n'y avait pas de femmes, source de bagarres, et, pédés ou non, ces types paraissaient connaître le secret pour se coudoyer sans s'affronter, contrairement aux hétérosexuels. Une fois au courant des préférences sexuelles de ses habitués, il eut l'impression d'entendre partout des histoires grivoises sur le Falcon. En fait, elles circulaient depuis des années. Ceux qui les propageaient avec le plus d'enthousiasme, s'aperçut-il, étaient des individus qui n'auraient pas mis les pieds au Falcon pour tout l'or du monde, ce qui ne les empêchait pas d'avoir l'air au courant de tout ce qui s'y passait. D'après eux, on pouvait y voir des hommes danser joue contre joue en se frottant la queue en pleine piste de danse, des hommes s'embrasser à pleine bouche au bar, des hommes se faire tailler une pipe dans les toilettes. Il y aurait eu, paraît-il, une pièce un peu spéciale à l'arrière, où un malabar attendait les amateurs en tenue nazie, le bras huilé jusqu'à l'épaule, prêt à remplir son office. Il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Lorsque des assoiffés venaient du terminus des cars prendre une bière ou un cocktail, ils ne remarquaient rien de spécial. Certes, il y avait beaucoup de types, mais des milliers de bars, rendez-vous de travailleurs, étaient dans le même cas dans le pays. La clientèle était homosexuelle, mais pas stupide pour autant. Si elle désirait quelque chose d'un peu plus excitant, elle allait à Portland. Et si elle souhaitait du franchement cochon, il lui restait toujours New York ou Boston. Derry n'était qu'une petite ville de province, et sa communauté homo savait bien qu'elle ne devait pas faire de vagues. Don Haggerty était un habitué du Falcon depuis 2 ou 3 ans, lorsqu'il y était venu pour la première fois un soir de mars 1984, accompagné d'Adrian Mellon. C'était jusque-là un dragueur impénitent, que l'on voyait rarement plus de 6 fois de suite avec la même personne. Mais il était devenu évident, vers la fin avril, même aux yeux de Curti, qui ne s'en souciait guère, que la liaison de Mellon et Haggerty serait plus durable. Haggerty était rédacteur dans une entreprise d'ingénierie de Bangor. Adrian Mellon, un écrivain indépendant qui publiait n'importe où, magazines de compagnies aériennes et régionaux, suppléments du dimanche, journaux de courrier érotique,
Il avait un roman en cours, mais peut-être n'était-ce pas sérieux. Il l'avait commencé au collège et cela faisait 12 ans qu'il y travaillait. Il était venu à Derry pour écrire un article sur le canal pour le compte d'un bimensuel chic, le New England Byways, publié à Concord. Adrian Mellon avait accepté cette enquête parce qu'il avait pu obtenir de la revue 3 semaines de dépenses défrayées, avec notamment une agréable chambre au Derry Townhouse, et qu'il lui suffirait de 5 jours pour rassembler ses informations. Il comptait sur les 2 autres semaines pour en recueillir sur d'autres sujets, thèmes d'éventuels articles à venir. Mais au cours de ces 3 semaines, il rencontra Don Haggerty, et au lieu de retourner à Portland une fois écoulé ce délai, il se trouva un petit appartement sur Kossuth Lane. Il n'y habita qu'1 mois et demi, après quoi, il alla vivre chez Don. Cet été-là, confia Haggerty à Harold Gardiner et à Jeffrey Reeves, avait été le plus heureux de sa vie. Il aurait dû se méfier, ajouta-t-il. Il aurait dû savoir que quand Dieu mettait un tapis aussi moelleux sous les pieds d'un gars comme lui, c'était pour mieux le faire tomber en tirant dessus. La seule ombre au tableau était la passion extravagante qu'Adrian manifestait pour Derry. Il avait un t-shirt sur lequel on lisait « Le Maine, c'est bien. Derry, c'est mieux ». Portait une veste à la gloire des Derry Tigers, du collège de la ville, et bien sûr, il y avait le chapeau. Il prétendait trouver l'atmosphère ambiante roborative et stimulante pour la création. Peut-être était-ce vrai. Pour la première fois depuis 1 an, il avait sorti le manuscrit de sa valise. « Y travaillait-il vraiment ?» demanda Gardiner, qui ne s'en souciait guère, mais tenait à ce que Haggerty reste motivé. « Oui, les pages défilaient. Il disait que ce serait peut-être un roman nul, mais pas un roman inachevé. Il pensait finir en octobre, pour son anniversaire. Bien sûr, il ignorait ce qu'était vraiment Derry. Il croyait le savoir, mais il n'y était pas resté assez longtemps. Il ne m'écoutait pas quand j'essayais de le lui expliquer. « Et c'est quoi, Derry, d'après toi, Don ?» demanda Reeves. « Ça ressemble beaucoup à une vieille putain crevée avec des asticots qui lui grouillent sur le con !» répondit Don. Les 2 flics le regardèrent, muets de stupéfaction. « C'est un sale trou, » reprit Haggerty. « Un véritable égout. Vous n'allez pas me raconter que vous l'ignorez, non? Vous avez passé toute votre vie ici et vous ne le savez pas ?» Aucun des 2 ne répondit. Au bout d'un moment, Haggerty continua son récit. Jusqu'au moment où Adrian Mellon était entré dans sa vie, Don Haggerty avait projeté de quitter Derry. Cela faisait 3 ans qu'il y habitait, avant tout parce qu'il avait signé un bail à long terme pour un appartement avec une vue fabuleuse sur la rivière. Mais le bail arrivait à échéance et il s'en réjouissait. Fini les interminables trajets Derry-Bangor et retour. Fini les mauvaises vibrations. À Derry, avait-il dit un jour à Adrian, il avait l'impression qu'à midi les horloges sonnaient 13 coups. Si Adrian aimait Derry, Don en avait peur. Ça tenait surtout à l'attitude rigoureusement anti-homo de la ville, attitude clairement exprimée aussi bien par les prédicateurs que par les graffitis de Bassett Park et contre laquelle il s'était un jour insurgé, ce qui avait fait rire Adrian. « Il n'y a pas une ville en Amérique, Don, qui n'ait son contingent d'anti-homo, » avait-il répondu. « Ne me dis pas que tu l'ignores. Après tout, c'est l'ère des Ronald Ringard et des Préchi-Précha. Viens donc faire un tour à Bassett Park, » avait-il répondu lorsqu'il avait compris qu'Adrian était sincère quand il voyait en Derry une ville provinciale comme une autre. « Je veux te montrer quelque chose. » Il s'était rendu à Bassett Park. C'était à la mi-juin, environ 1 mois avant le meurtre d'Adrian, dit Don aux flics. Dans l'ombre, aux odeurs désagréables du pont des baisers, il avait montré l'un des graffitis à Adrian, qui avait dû craquer une allumette pour le déchiffrer. « Montre-moi ta queue pédée que je te la coupe. »« Je sais ce que les gens pensent de nous, » avait dit Don. « J'ai été rossé par des camionneurs à Dayton quand j'étais adolescent. À Portland, des types ont mis le feu à mes chaussures devant une baraque à sandwich pendant qu'un gros cul de flic restait assis dans sa caisse à se marrer. J'en ai vu pas mal, mais jamais rien comme ça. Tiens, regarde, par là. Crever les yeux de tous les pédés au nom de Dieu. Le mec qui a écrit ça ne peut être que complètement cinglé.
Je me sentirais mieux s'il ne s'agissait que d'une personne, un isolé. Mais... Don avait balayé d'un geste la longueur du pont. Il y en a partout. Et je ne crois pas à l'auteur unique. C'est pour cela que je veux quitter Derry Aid. Trop d'endroits et trop de gens ont quelque chose de profondément perverti. Ça peut tout de même attendre que j'ai fini mon roman, non? S'il te plaît. En octobre, je te le promets, pas plus tard. L'air est meilleur ici. Il ne savait pas, expliqua avec amertume Don au flic, que c'était de l'eau. Il aurait dû se méfier. Sans dire un mot, Tom Boutillier et Harold Rademacher s'inclinèrent en avant. Chris Unwin, la tête basse, s'adressait d'un ton monocorde au plancher. C'était la partie qu'il ne voulait pas manquer, celle qui expédierait au moins 2 de ses petits merdeux à Thomaston. La foire valait plus le coup, dit Unwin. Il commençait à démonter tous les trucs qui vous secouent, vous savez, comme le plateau du diable et le parachute. Aux autotampons, c'était marqué fermé, il y avait que les manèges des gosses qui marchaient encore. Alors on est allé aux baraques de jeu. Webby a vu le Pitch Till You Win, il a payé 50 cents et il a vu le même chapeau que le PD. Mais il n'arrivait pas à l'accrocher, et à chaque fois qu'il le manquait, il était encore de plus mauvaise humeur. Et puis, Steve, d'habitude il dit tout le temps, y a qu'à laisser tomber, laisse tomber, ça vaut pas le coup, vous comprenez? Sauf qu'il était surexcité comme un malade parce qu'il avait pris cette pilule. Vous savez? Quelle pilule, je sais pas. Rouge, peut-être même légale. Mais il arrêtait pas de tanner Webby. Et j'ai bien cru que Webby allait le cogner. T'es même pas foutu de gagner ce chapeau de PD, qui disait. Faut que tu sois taré pour le rater comme ça. Finalement, la bonne femme lui a donné un prix, alors que l'anneau était même pas tombé dessus, juste pour se débarrasser de nous, je crois. Je sais pas, mais il me semble. Un truc qui fait du bruit, vous savez, on souffle dedans, ça gonfle et ça fait comme un paix en se déroulant. Et puis, comme la foire allait fermer, on est sorti. Et Steve n'arrêtait pas d'asticoter Webby parce qu'il avait raté le chapeau. Et Webby ne disait rien, mais c'est pas bon signe quand il la ferme comme ça. Je savais que j'aurais dû essayer de changer de sujet de conversation, mais je trouvais rien. Vous comprenez? Alors une fois dans le parking, Steve a dit « Où vous voulez aller? À la maison ?» Et Webby a répondu « Allons tout d'abord faire un tour au Falcon, voir si on trouve pas ce PD. » Rademacher et Boutillier échangèrent un regard. Du doigt, le juge se tapota la joue. Ce petit con en bottes de mécanicien l'ignorait, mais il parlait maintenant de meurtre avec préméditation. Alors moi j'ai dit, faut que je rentre à la maison. Et Webby a dit, t'as la trouille d'aller à ce bar de PD? Et moi j'ai répondu, non, t'es con. Et Steve, qui était toujours pété ou je sais pas quoi, a dit, allez, on va tabasser une de ces tantes. On va tabasser une de ces tantes, on va tabasser. Le minutage des itinéraires des uns et des autres n'aurait pas pu être pire. Mellon et Haggerty quittèrent le Falcon après avoir pris 2 bières, passèrent à pied devant le terminus d'autocar et se prirent par la main sans même y penser. Un geste spontané. Il était 10h20. À l'angle de la rue, ils tournèrent à gauche. Le pont des Baisers était à un peu moins d'1 kilomètre en amont et ils avaient l'intention de traverser par le pont de la Grand-Rue, Main Street Bridge, qui était moins pittoresque. La Haken du Skig était à son étillage le plus bas de l'été, 1 mètre d'eau environ, qui contournait paresseusement les piliers de ciment. Quand la voiture arriva à leur hauteur, Steve les avait repérés dès leur sortie du Falcon et s'était mis à jubiler, ils abordaient le pont. « Bloque-les! Bloque-les !» cria Webby Garton. Les 2 hommes venaient de passer sous un lampadaire, et il avait remarqué qu'ils se tenaient par la main, ce qui l'avait mis en rage. Mais pas autant que le chapeau. La grande fleur de papier s'inclinait stupidement de ci, de là. « Bloque-les, nom de Dieu !» Ce que fit Steve. Chris Unwin nia avoir participé activement à ce qui suivit. Mais ce ne fut pas ce que raconta Don Haggerty. D'après lui, Garton bondit de la voiture avant même qu'elle ne fût arrêtée, rapidement suivie par les 2 autres. Échange verbal, mais du genre mauvais. Il n'y eut ni désinvolture ni fausse coquetterie de la part d'Adrian, conscient qu'ils étaient dans de très mauvais draps ce soir-là. « Donne-moi ce chapeau, » dit Garton. « Donne-le-moi, PD !»« Tu nous laisseras tranquilles si je te le donne ?» Adrian haletait de peur et regardait tour à tour Unwin, Debay et Garton, les larmes aux yeux, l'air terrifié. « Donne-le-moi, bordel !» Adrian le lui tendit. Garton sortit un cran d'arrêt de la poche de son jean,
et le réduisit en morceaux qu'il frotta contre le fond de son pantalon. Puis il les laissa tomber et les piétina. Don Haggerty profita de ce que l'attention du groupe se concentrait sur Adrian et le chapeau pour s'éloigner un peu, à la recherche d'un flic, d'après ce qu'il déclara. « Maintenant, vas-tu nous laisser » commença Adrian Mellon, mais Garton le frappa au visage à cet instant-là, l'expédiant contre le garde-fou à hauteur de taille du pont. Adrian hurla et porta les mains à la bouche. Du sang se mit à couler entre ses doigts. « Aide !» cria Haggerty, qui revint en courant. Dubay lui fit un croche-pied. Il s'étala, et Garton, d'un coup de botte à l'estomac, l'envoya rouler du trottoir dans la rue. Une voiture passa. Se redressant sur les genoux, Haggerty hurla un appel. Elle ne ralentit pas. Le conducteur, dit-il à Gardiner et Reeves, ne tourna même pas la tête. « La ferme pédée !» Dubay accompagna son ordre d'un coup de pied à la mâchoire. À demi inconscient, Haggerty s'effondra sur le rebord du caniveau. Un moment plus tard, il entendit une voix, celle de Chris Unwin, qui lui disait de se barrer avant de connaître le même sort que son petit copain. Cet avertissement apparut aussi dans la déposition d'Unwin. Haggerty entendait des coups sourds et les hurlements de son amant. Adrian était comme un gibier piégé, dit-il à la police. Haggerty rampa jusqu'au carrefour et vers le terminus brillamment éclairé, mais se retourna à un moment donné pour regarder. Adrian Mellon, qui mesurait moins d'1,70 m et devait faire tout au plus 60 kilos tout mouillé, servait de punching ball à Garton, Dubay et Unwin, dans une sorte de jeu à trois. Son corps avait les sursauts désarticulés d'une poupée de chiffon. Il le frappait, le rouait de coups, déchirait ses vêtements. Ses cheveux lui retombaient sur les yeux. Le sang qui coulait de sa bouche imbibait sa chemise. Garton cogna à l'aine pendant que Haggerty regardait. Webby portait 2 lourdes bagues à la main droite. L'une était celle du collège de Derry, l'autre venait du cours de travaux pratiques et était son œuvre. Les initiales entrelacées qui l'ornaient, D, B, étaient celles d'un groupe de hard qu'il admirait particulièrement, les Dead Bugs. Les bagues avaient ouvert la lèvre supérieure d'Adrian et cassé 3 dents au ras de la gencive. « Au secours !» s'égosilla Haggerty. « Au secours, ils sont en train de le tuer ! Au secours !» Noir, secret, les immeubles de Main Street formaient une masse compacte. Personne ne se dérangea, pas même depuis cet îlot de lumière que constituait le terminus. Haggerty n'arrivait pas à le concevoir. Des gens s'y trouvaient. Il les avait vus en passant devant avec Adrian. Aucun d'eux ne viendrait donc à leur aide. Aucun. « Au secours! Ils vont le tuer! Au secours! Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu !»« À l'aide !» murmura avec un fou rire une toute petite voix à la gauche de Don. « On le balance !» vociférait maintenant Garton avec de grands éclats de rire. Tous les trois, dit Haggerty à Gardiner et Reeves, n'avaient cessé de rire, tout en rouant Adrian de coups. « On le balance par-dessus bord ?»« Par-dessus bord, par-dessus bord !» chantonnait Dubay. « À l'aide !» fit de nouveau la petite voix, toujours pouffant. On aurait dit celle d'un enfant qui ne peut se retenir. Haggerty baissa les yeux et vit le clown. Et c'est à partir de cet instant que le récit de Don perdit toute crédibilité aux yeux de Gardiner et Reeves, car la suite était une véritable histoire de fou. Plus tard, cependant, Gardiner se posa des questions. Quand il découvrit que le jeune Unwin avait également vu un clown, ou croyait en avoir vu un, il se demanda s'il n'y avait pas là quelque chose. Mais son collègue, apparemment, ne se posa pas de questions, ou tout du moins n'en parla pas. Le clown, d'après Haggerty, tenait à la fois de Ronald McDonald et de Bozo, le clown de la télé. Ce fut ce qui lui vint en premier lieu à l'esprit, à cause des 2 touffes hirsutes de cheveux orange. Mais en y repensant, il dut admettre que le clown ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Le sourire peint sur le masque blanc était rouge et non orange, et les yeux avaient un étrange reflet argenté. Des lentilles de contact, peut-être, mais quelque chose en lui restait persuadé que ce reflet argenté était la véritable couleur de ses yeux. Le clown était habillé d'un ample vêtement avec des gros pompons orange en guise de boutons, et portait des gants de dessin animé. « Si tu as besoin d'aide, Don,
dit le clown. Aide-toi d'un de ces ballons. Et il lui tendit ceux qu'il tenait à la main. Il flotte, reprit le clown. En bas, nous flottons tous. Dans pas longtemps, ton ami va flotter lui aussi. Ce clown t'a appelé par ton nom, fit Jeff Reeves d'un ton parfaitement neutre. Par-dessus la tête inclinée de Don, il adressa un clin d'œil à Gardner. Oui, dit Haggerty sans lever les yeux. Je sais ce que vous pensez. Donc, vous l'avez balancé par-dessus bord, dit Boutillier. Pas moi, protesta Unwin en relevant la tête. Il chassa les cheveux qu'il avait devant les yeux d'une main et regarda les flics d'un air implorant. Quand j'ai compris qu'il voulait vraiment le faire, j'ai essayé d'entraîner Steve parce que je savais que le type risquait d'être massacré. Il y avait bien 3 mètres jusqu'à la flotte. Pas 3, 7. L'un des hommes de Raidmacher avait pris soin de mesurer la hauteur. Mais on aurait dit qu'il était cinglé, ils n'arrêtaient pas de crier tous les deux, par-dessus bord, par-dessus bord. Ils l'ont attrapé, Webby par les bras, Steve par le fond du pantalon et... Lorsque Don Haggerty comprit ce qu'il voulait faire, il revint précipitamment vers eux en hurlant à plein poumon. « Non! Non! Non !» Chris Unwin le repoussa violemment et Haggerty alla atterrir sur le trottoir dans un bruit de dents qui s'entrechoquaient. « Tu veux passer par-dessus bord toi aussi ?» siffla Chris entre ses dents. « Tu files, mignonne !» Les deux autres lancèrent à ce moment-là Adrian Mellon par-dessus le garde-fou. Haggerty entendit le plouf qu'il fit en touchant l'eau. « Partons-nous d'ici !» lança Steve avant de repartir avec Webby vers la voiture. Chris Unwin alla regarder par-dessus le garde-fou. Il aperçut tout d'abord Haggerty qui avançait vers la berge, encombré d'ordures au milieu des herbes, titubant et perdant l'équilibre à chaque instant. Puis, le clown. D'un seul bras, le clown se mit à tirer Adrian vers l'autre rive, sans lâcher les ballons qu'il tenait de l'autre main. Adrian dégoulinait, s'étouffait, gémissait. Le clown leva la tête et sourit à Chris. Chris dit qu'il vit ses yeux qui brillaient comme de l'argent et ses dents, grandes et énormes, comme celles d'un lion de cirque, ajouta-t-il. Vraiment grosses comme ça. Puis le clown tira sur l'un des bras de Mellon, l'amenant à hauteur de visage. « Et alors, Chris ?» demanda Boutillier. Cette partie du récit lui cassait les pieds, comme les contes de fées depuis ses 8 ans. « Je sais pas. Steve m'a attrapé à ce moment-là et m'a tiré vers la voiture, mais je crois qu'il l'a mordu au creux du bras. » Il leva de nouveau les yeux, l'expression incertaine. « Je crois que c'est ce qu'il a fait. Qu'il l'a mordu au bras comme s'il voulait le bouffer, les mecs. Comme s'il voulait lui bouffer le cœur. » « Non, » affirma Haggerty quand on lui présenta la version de Chris sous forme de question. « Le clown n'a pas tiré Adrian jusqu'à l'autre rive. » Ce n'était pas ce qu'il avait vu. Mais il admettait qu'arrivé à ce stade, il était loin d'être un observateur impartial. À ce stade, il s'était senti devenir fou. Le clown, selon lui, se tenait sur la berge opposée, le corps d'Adrian dégoulinant, d'eau, de sang, entre les bras. Le bras droit du malheureux passait, raide, derrière la tête du clown, et la tête du clown se trouvait bien dans le creux de ce bras, mais il ne le mordait pas. Il souriait. Haggerty maintenait l'avoir vu sourire. Les bras du clown s'étaient tendus, et Don avait entendu les côtes craquer. Adrian hurla. « Viens flotter avec nous, Don !» fit le clown de sa grande bouche écarlate et souriante. Puis il montra le dessous du pont d'une de ses mains gantées de blanc. Des ballons flottaient, prisonniers de l'arche. Non pas une douzaine, ou une douzaine de douzaines, mais par milliers, rouges, bleus, verts et jaunes, et sur tous on pouvait lire « J'aime Derry ». Ça fait tout de même un joli paquet de ballons, fit Reeves en adressant un autre coup d'œil à Gardner. Je sais ce que vous pensez, répéta Haggerty du même ton lugubre. Tu as bien vu ces ballons, fit Gardner. Lentement, Haggerty leva les mains à la hauteur des yeux. Aussi clairement que je vois mes propres doigts en ce moment.
Des milliers. On ne pouvait même plus voir le dessous du pont, il y en avait trop. Ils ondulaient un peu et s'agitaient plus ou moins de haut en bas. Ça faisait un bruit, un curieux bruit grinçant. Ils frottaient les uns contre les autres. Et les ficelles, une vraie forêt de ficelles blanches qui pendaient. On aurait dit des fils de toile d'araignée. Le clown a emporté Adrian là-dessous. J'ai vu son costume qui effleurait les fils blancs. Aide râlait horriblement, comme s'il étouffait. J'ai voulu aller l'aider, et le clown m'a regardé. J'ai vu ses yeux, et j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. « Et à qui, Don ?» demanda doucement Gardner. « À Derry, à cette ville. Et qu'est-ce que tu as fait alors ?»« Je me suis enfui, pardi, espèce d'abruti !» fit Haggerty en éclatant en sanglots. Harold Gardner resta en paix avec lui-même jusqu'au 13 novembre, la veille du jour où John Garton et Steve DeBay devaient comparaître devant le tribunal de Derry pour le meurtre d'Adrian Mellon. Il alla voir Tom Boutillier pour lui parler du clown. Boutillier ne voulait pas revenir là-dessus. Mais quand il se rendit compte que Gardner risquait de faire des bêtises s'il n'avait pas un petit entretien, il y fut bien forcé. Il n'y avait pas de clown, Harold. Les seuls clowns, cette nuit-là, c'étaient les 3 gosses. Tu le sais aussi bien que moi. Nous avons 2 témoins. Foutaise. Unwin a décidé de nous faire le coup du manchot dès qu'il a compris qu'il avait mis les pieds dans une affaire qui sentait mauvais. Quant à Haggerty, il était hystérique. Il était là, impuissant, alors que ces 3 mômes massacraient son meilleur ami. Je suis surpris qu'il n'ait pas vu de soucoupe volante. Mais Boutillier n'était pas parfaitement convaincu. Gardner le comprenait à son regard, et la manière dont le juge d'instruction cherchait à noyer le poisson l'irritait. « Allons, dit-il, il s'agit de témoins indépendants. Ne me monte pas le bourrichon. »« Ah, tu crois que je te monte le bourrichon ? Imaginerais-tu par hasard qu'il y avait vraiment un clown vampire planqué sous Main Street Bridge ? Pour moi, c'est ça, se monter le bourrichon. Non, pas exactement, mais ou encore croire à cette histoire d'un milliard de ballons qu'aurait vu Haggerty sous le pont, chacun portant la même inscription que celle qui figurait sur le chapeau de son amant. Ça aussi, c'est se monter le bourrichon. Vu comme ça, évidemment. Alors, pourquoi te mettre martel en tête avec ça ? Arrête un peu le contre-interrogatoire, veux-tu ? Rugit Gardner. Tous les 2 ont décrit la même chose, et aucun des 2 ne savait ce que l'autre disait. Boutillier était jusqu'ici resté assis à son bureau, jouant avec un crayon. Il le déposa, se leva et se dirigea vers Gardner. Ce dernier avait beau faire 12 centimètres de plus, il recula d'un pas devant la colère de l'autre. « Tiendrais-tu à perdre cette affaire, Harold ?»« Non, bien sûr, mais voudrais-tu que ces petites ordures se promènent en liberté ?»« Non, bon, parfait. Puisque nous sommes tous les 2 d'accord sur l'essentiel, je vais te dire le fond de ma pensée. Oui, il y avait peut-être bien un homme sous le pont ce soir-là, peut-être bien habillé en clown, même si, après tout ce que j'ai vu en matière de témoignage, il ne s'agissait sans doute que d'un clochard avec des frusques de récupération. Je crois qu'il était en bas à la recherche de pièces de monnaie ou de restes de bouffe, la moitié d'un hamburger jeté par quelqu'un, ou les miettes au fond d'un sachet de frites. Ce sont leurs yeux qui ont fait le reste, Harold. N'est-ce pas vraisemblable ? Je ne sais pas, avoua Harold. Il ne demandait qu'à se laisser convaincre, mais étant donné la similitude des 2 témoignages, non, ce n'était pas vraisemblable. Et le fond de ma pensée, le voici. Je me fiche de savoir s'il s'agissait de Kinko le clown, d'un type déguisé en oncle Sam sur échasse, ou d'Hubert le joyeux pédé. Si nous en parlons dans cette affaire, leur avocat va se jeter dessus comme la vérole sur le bas clergé. Il racontera que ces 2 agneaux innocents bien propres, dans leur costume neuf, n'ont fait que jeter Mellon par-dessus le pont en manière de plaisanterie. Il fera remarquer qu'il était encore vivant après sa chute, grâce au témoignage d'Unwin et surtout de Haggerty. Je l'entends d'ici. Bien sûr que non, mes clients n'ont pas commis le meurtre. C'était un cinglé en costard de clown. Si on en parle, c'est ce qui va se passer, et tu le sais aussi bien que moi. Unwin va en parler, lui. Mais Haggerty, non, remarqua Boutillier. Il a compris, lui. Et sans Haggerty, qui croira Unwin ? Il y a nous,
fit Gardner avec une amertume qui le surprit lui-même. Mais je suppose que nous ne dirons rien. Oh, arrête de me pomper, rugit Boutillier. Ils l'ont tué, ils ne se sont pas contentés de le foutre à l'eau. Garton avait un cran d'arrêt, Mellon a été frappé à 7 reprises, y compris une fois au poumon gauche et 2 aux testicules. Les blessures correspondent à la lame. Il a eu 4 côtes brisées, le travail de Debay quand il l'a serré dans ses bras. D'accord, il a été mordu au bras, à la joue gauche, au cou. Ça, c'est Unwin et Garton, à mon avis, même si nous n'avons qu'une seule empreinte assez claire, mais qui ne le sera pas assez aux yeux de la cour. Et enfin, il y a tout le morceau manquant au bras. Et après, l'un des deux adorait mordre, c'est tout. Je parie pour Garton, même si nous ne pourrons jamais le prouver. Et j'oubliais le lobe de l'oreille gauche de Mellon, disparu aussi. Boutillier s'arrêta, fusillant Harold du regard. Si nous nous empêtrons dans cette histoire de clown, jamais nous n'aurons leur peau. C'est ce que tu veux? Non, je t'ai dit. Ce type était une tante, mais il ne faisait de mal à personne, reprit Boutillier. Et voilà qu'arrivent ces 3 pieds nickelés avec leurs bottes de mécano, qui le tuent pour se marrer. Je vais les foutre au placard, mon vieux, et si jamais j'entends dire qu'ils se sont fait baiser leur petit trou du cul à Thomaston par les grands, je leur enverrai des cartes postales avec dessus « J'espère qu'il avait le sida ». Quelle fougue, pensa Gardner. Et ces condamnations feront un excellent effet sur tes tablettes quand tu te présenteras au poste de procureur dans 2 ans. Mais il partit sans rien ajouter, car lui aussi voulait les voir à l'ombre. John Weber Garton fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de 10 à 20 ans de réclusion à passer dans la prison d'État de Thomaston. Stephen Bischoff Debay fut déclaré également coupable de meurtre et condamné à 15 ans de réclusion à la prison d'État de Shawshank. Mineur, Christopher Philip Unwin eut droit à un procès séparé. Déclaré coupable d'homicide involontaire, on le condamna à 6 mois avec sursis au centre de rééducation pour mineurs de South Windham. Pour l'instant, les 3 condamnations sont en appel. On peut voir à peu près tout le temps Garton et Debay en train de mater les filles ou de jouer à lancer des piécettes dans Bassey Park, non loin de l'endroit où l'on a retrouvé le corps déchiqueté d'Adrian Mellon, qui flottait, arrêté par l'un des piliers de Main Street Bridge. Don Haggerty et Chris Unwin ont quitté la ville. Lors du procès principal, celui de Garton et Debay, personne ne fit allusion au clown. Chapitre 3 6 coups de fil 1985 Stanley Uris prend un bain. Patricia Uris avoua plus tard à sa mère qu'elle aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas. Elle aurait dû le savoir, car Stanley ne se faisait jamais couler de bain en début de soirée. Il prenait une douche tôt chaque matin, et il lui arrivait parfois de mariner dans la baignoire tard le soir, un magazine et une bière à portée de main, mais pas à 7 heures du soir. Ce n'était pas son style. Et puis il y avait eu cette histoire de bouquin. Il aurait dû en être ravi, mais non. Pour des raisons obscures qu'elle ne comprenait pas, ces livres l'avaient bouleversée et déprimée. 3 mois avant cette épouvantable nuit, Stanley avait découvert que l'un de ses amis d'enfance était devenu écrivain. Pas un véritable écrivain, avait expliqué Patricia à sa mère, mais un romancier. William Dendrow, lisait-on sur la couverture. Mais Stanley l'appelait parfois Bill le Bègue. Stan avait dévoré presque tous ses livres. Il lisait d'ailleurs le dernier le soir du bain, le soir du 28 mai 1985. Par curiosité, Patty en avait commencé un, au hasard, pour l'abandonner au bout de 3 chapitres. Ce n'était pas un simple roman, avait-elle expliqué plus tard à sa mère, mais un livre d'horreur. Elle avait dit ça, d'une traite, comme elle aurait dit « livre érotique ». Patty était une femme douce, la gentillesse même, qui ne brillait cependant pas par son sens de l'analyse. Elle aurait voulu faire comprendre à sa mère à quel point l'ouvrage l'avait effrayée, et pour quelle raison il l'avait bouleversée, mais elle en fut incapable. C'était plein de monstres, dit-elle, qui pourchassaient de petits enfants. Il y avait des tueries et, je ne sais pas, des mauvais sentiments, des trucs comme ça.
Elle l'avait en fait trouvé presque pornographique. Mais bien qu'elle le connaisse, le mot lui échappait car elle ne l'avait jamais prononcé. Stanley avait l'impression d'avoir retrouvé un copain d'enfance. Il parlait de lui écrire. Je savais qu'il ne le ferait pas. Je savais aussi que ces histoires le mettaient mal à l'aise et Patty Uris s'était mise à pleurer. Ce soir-là, environ 27 ans et demi, après cette journée de 1957 qui avait vu la rencontre de George Denbrough et de Grip sous le clown, Stanley et Patty se trouvaient dans le salon de leur maison dans la banlieue d'Atlanta. La télé marchait. Assise en face du récepteur dans le canapé de place, Patty partageait son attention entre un peu de raccommodage et l'une de ses émissions préférées, un spectacle avec jeu, Family Feud. Elle adorait tout simplement Richard Dawson et trouvait terriblement sexy la chaîne de montre qu'il portait en permanence, même si on n'aurait jamais pu le lui faire avouer. Elle aimait aussi l'émission parce qu'elle devinait presque toujours les réponses les plus souvent données. Le jeu ne comportait pas vraiment de réponses justes, seulement des réponses plébiscitées. Une fois, elle avait demandé à Stan pourquoi les questions qui lui semblaient, en général, si faciles, posaient tant de problèmes aux familles à l'écran. « C'est probablement beaucoup plus dur sous les projecteurs, » avait-il répondu. « C'est toujours plus dur quand c'est pour de vrai. C'est là qu'on a le trac. » Elle avait cru voir passer une ombre sur son visage. Ce devait être la pure vérité, avait-elle pensé. Stan avait de temps en temps de remarquables intuitions sur la nature humaine. Plus fines, estimait-elle, que celles de son vieil ami William Denbrough, qui s'était enrichi en publiant un monceau de livres d'horreur faisant appel à ce que la nature humaine a de plus bas. Les Uris eux-mêmes n'avaient aucune raison de se plaindre. Ils habitaient une banlieue charmante, et la maison, qu'ils avaient payée 87 000 $ en 1979, aurait pu se revendre sans peine le double. Non pas qu'elle voulût vendre, mais ce genre de choses est toujours bon à savoir. Quand, en revenant du Fox Run Mall, son country club, au volant de sa Volvo, Stanley roulait en Mercedes, elle voyait son agréable maison protégée par une haie de petits ifs, elle se disait « Qui donc habite cette jolie maison ?»« Comment, mais c'est moi, pardi. Moi, Mrs. Stanley Uris !» Une réflexion qui n'était pas pleinement heureuse. Il s'y mêlait un sentiment d'orgueil si violent qu'elle en était parfois mal à l'aise. Il y avait eu une fois, comprenez-vous, une gosse solitaire de 18 ans du nom de Patricia Bloom à laquelle on avait refusé l'entrée de la soirée de fin d'études, qui avait lieu au Country Club de Cloynton, dans l'État de New York. Certes, c'était de l'histoire ancienne, cet affront fait en 1957 à la petite youpine maigrichonne, parce qu'elle avait un nom dont les consonances ne plaisaient pas à tout le monde. De telles discriminations étaient à l'encontre de la loi. C'était fini, mais au fond d'elle-même, ça ne serait jamais fini. Il y avait une Patty qui marchait toujours avec Michael Rosenblatt, n'écoutant que les craquements du gravier sous ses escarpins en direction de la voiture que son père lui avait prêtée pour la soirée, après avoir passé l'après-midi à la bichonner. Une Patty qui marcherait toujours dans le bruit des graviers, à côté de Michael dans son smoking blanc et ses chaussures de location. Comme tout brillait en cette douce nuit de printemps. Elle portait elle-même une robe du soir vert pâle, qui d'après sa mère lui donnait l'air d'une sirène, et elle avait trouvé très drôle l'idée d'une sirène juive. Ils avaient marché, la tête haute, et elle n'avait pas pleuré, sur le moment. Mais en fait, ils ne marchaient pas. Ils battaient en retraite, comme s'ils puaient, se sentant plus juifs qu'ils ne s'étaient jamais sentis de toute leur vie, se sentant usuriers, charretiers, se sentant huileux, le nez long, la peau blême, se sentant comme des youpins ridicules, avec l'envie d'être en colère et l'incapacité de se mettre en colère. La colère viendrait plus tard, quand ça n'aurait plus d'importance. Sur le coup, un seul sentiment l'avait envahi, la honte et la douleur de la honte. Alors quelqu'un avait ri, d'un rire aigu, comme des trilles rapides de piano. Dans la voiture, elle avait pu enfin pleurer. Tu parles. Regarde un peu la sirène youpine, au nom en forme d'étoile jaune qui chiale comme une madeleine. Mike Rosenblatt avait posé une main maladroite sur son cou pour la consoler, mais elle l'avait repoussé avec brusquerie, honteuse, se sentant sale.
se sentant juive. La maison, agréablement protégée par sa haie d'ifs nains, mettait un baume sur cette plaie. Mais la plaie était toujours là, comme la douleur et la honte. Et même le fait d'avoir été acceptée dans ce voisinage calme, élégant et aisé, ne pouvait empêcher qu'elle continuât de marcher sans fin dans le bruit des graviers écrasés. Pas plus que le fait d'être membre de ce country club, où le maître d'hôtel l'accueillait toujours d'un « Bonsoir, Mrs. Uris », paisiblement respectueux. Quand elle rentrait dans le confort de la Volvo et voyait la maison surgir au milieu de sa pelouse bien verte, elle pensait souvent, un peu trop à son goût, au rire en trille, avec l'espoir que la fille qui avait ricané vivait dans un misérable taudis, mariée à un goy qui la battait et la trompait avec la première venue, qu'elle en était à sa 3e fausse couche, avait des vertèbres déplacées, une descente d'organes et des kystes sur sa langue de vipère. Elle se détestait d'avoir des pensées aussi peu charitables, et se promettait de renoncer à ses cocktails amers de sorcière. Des mois passaient sans qu'elle revienne. Elle se disait alors « C'est peut-être enfin terminé. Je ne suis plus une gamine de 18 ans, mais une femme de 36. Celle qui n'entendait que l'interminable crissement du gravier et celle qui a repoussé la main de Mike Rosenblatt parce qu'elle était juive, a depuis vécu le double de temps. La stupide petite sirène est morte. Je peux maintenant l'oublier et être enfin moi-même. » D'accord, bon, parfait. Et puis, elle se retrouvait quelque part au supermarché par exemple et entendait soudain un rire en cascade en provenance d'une autre allée. Alors son dos se hérissait, la pointe de ses seins durcissait jusqu'à la douleur, ses mains étreignaient la barre du caddie où se crispaient, et elle se disait « On vient juste de dire à quelqu'un que je suis juive. Je ne suis qu'une youpine ridicule avec un gros nez, que Stan n'est qu'un youpin ridicule avec un gros nez. Il est expert comptable, certes, les juifs sont bons en calcul. Nous les avons admis au country club, il a bien fallu. Quand ce gynéco ridicule avec son gros tarin a gagné son procès, mais ils nous font marrer, marrer, marrer. » Ou bien, elle entendait simplement le crissement fantôme des cailloux et les mots « Sirène, sirène ». Alors la haine et la honte l'envahissaient comme revient une migraine, et elle était désespérée, non seulement pour elle-même, mais pour toute la race humaine. Des loups-garous. Le livre de ce Dan Brown, celui qu'elle avait essayé de lire, parlait de loups-garous. Loups-garous, mon cul, oui. Qu'est-ce que ce type savait des loups-garous? La plupart du temps, cependant, elle se sentait mieux que cela, sentait qu'elle était mieux que cela. Elle aimait son mari, sa maison, et arrivait en général à s'aimer elle-même et à aimer sa vie. Les choses se présentaient bien, ce qui n'avait pas toujours été le cas, bien entendu. Le jour où elle avait accepté la bague de fiançailles de Stanley, elle avait mis ses parents en colère et les avait rendus malheureux. Elle l'avait rencontré lors d'une soirée d'étudiantes. Ils avaient été présentés par un ami commun, et elle avait déjà l'impression de l'aimer à la fin de la soirée. Aux vacances de la mi-trimestre, elle en était sûre. Au printemps, quand il lui tendit un anneau orné d'un petit diamant avec une pâquerette glissée dedans, elle l'accepta. À la fin, en dépit de leur réticence, ses parents finirent aussi par l'accepter. Ils n'avaient guère le choix, même si Stanley Uris n'allait pas tarder à se lancer sur un marché du travail où les jeunes comptables ne manquaient pas. Et une fois dans cette jungle, pas question de s'appuyer sur des capitaux de famille. Comme seul gage de fortune, il aurait leur fille. Mais à 22 ans, Patty était une femme et obtiendrait bientôt sa licence. « Je vais devoir entretenir ce foutu binoclard jusqu'à la fin de ma vie », avait dit un soir son père en rentrant un peu éméché d'une soirée. « Chut, elle va t'entendre », avait répondu Ruth Bloom. Elle avait entendu, et était restée très tard allongée dans son lit, bien réveillée, les yeux secs, se sentant tour à tour glacée et brûlante, et haïssant ses parents. Elle avait passé les 2 années suivantes à se débarrasser de cette haine. Il y en avait déjà trop en elle. Parfois, se regardant dans une glace, elle apercevait le travail de sape qu'elle faisait, les rides fines qu'elle creusait. Elle avait gagné cette bataille, avec l'aide de Stanley. Les parents de ce dernier avaient manifesté quelque inquiétude à l'idée de cette union. Ils n'allaient pas jusqu'à s'imaginer que Stanley était destiné à vivre éternellement dans la gêne et le besoin, mais ils trouvaient les gosses un peu pressés.
Donald Uris et Andrea Bertoli s'étaient eux-mêmes mariés jeunes, mais ils semblaient l'avoir oublié. Seul Stanley paraissait sûr de lui, confiant dans l'avenir et sans crainte devant les embûches que leurs parents voyaient partout semées sous leurs pas. C'est finalement lui qui avait eu raison. En juillet 1972, l'encre à peine sèche sur son diplôme, Patty avait décroché un poste de professeur d'anglais commercial à Traynor, une petite ville à 65 km au sud d'Atlanta. Lorsqu'elle évoquait la façon dont elle avait obtenu ce travail, ça lui semblait toujours un peu mystérieux. Elle avait établi une liste de 40 postes possibles grâce aux annonces de journaux professionnels, puis avait écrit 40 lettres en 5 nuits, où elle postulait en demandant un complément d'information. 22 postes étaient déjà pourvus. En d'autres cas, les précisions sur les aptitudes exigées montraient clairement qu'elle aurait perdu son temps en maintenant sa candidature. Restait une douzaine d'offres, assez voisines les unes des autres. Stanley était arrivée alors qu'elle se demandait si elle réussirait à remplir une douzaine de formulaires détaillés sans devenir complètement marteau. Après avoir regardé les papiers éparpillés sur la table, il avait posé un doigt sur la lettre en provenance de Traynor, qui n'était pourtant ni plus ni moins encourageante que les autres. « Celle-là », avait-il dit. Elle l'avait regardée, stupéfaite de l'assurance de son ton. « Saurais-tu quelque chose sur la Géorgie que j'ignorerais ? » ?»« Non, je n'y suis allé qu'au cinéma. » Elle avait levé les yeux, l'air interrogateur. « Autant en emporte le vent. Vivian Lee, Clark Gable. N'ai-je pas une pointe d'accent du sud ? » ?»« Oui, du sud du Bronx. Mais si tu ne sais rien de spécial sur la Géorgie, si tu n'y es jamais allé, comment... Parce que c'est bon. Mais tu ne peux pas le savoir, Stan. » »« Si, je le sais. » Elle avait senti un désagréable frisson lui remonter dans le dos en voyant qu'il ne plaisantait pas. « Comment le sais-tu » ? Son léger sourire avait disparu, laissant place pendant un instant à une expression de perplexité. Ses yeux s'étaient assombris, comme s'il avait consulté quelque appareillage interne qui fonctionnait correctement, mais qu'en fin de compte, il ne comprenait pas mieux qu'un individu moyen ne comprend le mécanisme de la montre qu'il porte au poignet. « La tortue n'a pas pu nous aider », avait-il dit soudain. Très clairement. Elle l'avait entendu. Il avait toujours ce regard tourné vers l'intérieur, regard méditatif et surpris. Et elle s'était mise à avoir peur. « Stanley ? De quoi parles-tu ? » ?»« Stanley !» Il sursauta. Elle avait grignoté des fruits tout en consultant les formulaires et sa main heurta le compotier. Il tomba sur le sol et se brisa. Ses yeux parurent s'éclaircir. « Oh merde ! Je suis désolé. »« Ça ne fait rien. De quoi parlais-tu, Stanley ?»« J'ai oublié. Mais je crois que nous devrions sérieusement penser à la Géorgie. »« Mais fais-moi confiance, » avait-il répondu. Et elle lui avait fait confiance. L'entrevue s'était déroulée à la perfection. Elle savait qu'elle avait le poste en reprenant le train pour New York. Le chef de département l'avait immédiatement prise en sympathie et c'était réciproque. La lettre de confirmation était arrivée une semaine plus tard. L'école commerciale de Traynor lui offrait un contrat d'essai et un salaire de 9 200 $ par an. « Vous allez crever de faim », avait rétorqué son père quand elle lui avait dit vouloir accepter le poste. « Et en plus, tu vas en baver. » Stan avait siffloté en mimant un joueur de violon lorsqu'elle lui avait rapporté cette conversation. Furieuse, au bord des larmes, elle avait été prise de fou rire et Stanley l'avait serrée dans ses bras. Ils en avaient bavé, oui, mais ils n'avaient pas crevé de faim. Ils se marièrent le 19 août suivant. Patty était encore vierge. Elle s'était glissée, nue, entre les draps frais d'un hôtel de tourisme dans les Poconos, agitée, en proie à des émotions contradictoires, suite de violents et délicieux éclairs de désir et de sombres nuages d'effroi. Lorsque Stanley l'avait rejointe, tout musculeux, le pénis comme un point d'exclamation jaillissant d'une toison rousse, elle avait murmuré « Ne me fais pas mal, chérie. »« Je ne te ferai jamais mal », avait-il répondu en la prenant dans ses bras. Une promesse qu'il avait fidèlement tenue jusqu'à cette soirée du 28 mai 1985, celle du bain. Elle s'était bien sortie de son travail. De son côté, Stanley trouva un petit boulot. Pour 100 $ par semaine, il conduisait le camion d'une boulangerie.
En novembre de la même année s'ouvrit un centre commercial à Traynor. Il obtint un poste à $150 par mois dans les bureaux de H&R Block. Leur revenu combiné s'élevait maintenant à $17 000 par an, des revenus princiers à leurs yeux, à une époque où l'essence se vendait 35 cents le gallon et où une miche de pain valait 5 cents de moins. En mars 1973, discrètement, Patty Uris arrêta de prendre la pilule. 2 ans plus tard, Stanley quittait H&R Block et créait sa propre entreprise. Les 4 beaux-parents furent unanimes. C'était de la folie. Non pas d'avoir sa propre affaire, Dieu fasse qu'il l'ait un jour, mais c'était trop tôt. Les responsabilités financières de Patty devenaient trop lourdes. Et si l'animal la met en cloque, confia Herbert Bloom avec morosité à son frère après avoir passé la soirée à boire, ce sera à moi de payer pour tous. L'avis des parents était formel. Un homme ne devait penser à se mettre à son compte qu'une fois acquise une certaine maturité. Disons à 75 ans. De nouveau, Stanley paraissait avoir une surnaturelle confiance en lui. Il était jeune, brillant, doué et présentait bien. Il s'était fait des relations en travaillant pour les blocs. Là-dessus, on pouvait tabler. Mais il ne pouvait pas savoir que Corridor Video, un pionnier dans l'industrie naissante de la vidéo, était sur le point de s'installer sur un vaste terrain naguère cultivé, à moins de 15 km de la banlieue où les Uris avaient déménagé en 1979. Il ne pouvait pas savoir non plus que Corridor décrocherait un important marché moins d'1 an après son implantation à Traynor. Et même si Stan avait eu accès à ces informations, il n'aurait jamais cru que l'on confierait la responsabilité financière de ce marché à un jeune juif binoclard qui avait le désavantage supplémentaire d'être originaire du Nord, un juif au sourire avenant et à l'allure dégingandée, avec des traces d'acné juvénile encore visibles sur la figure. C'était pourtant ce qui s'était passé, comme si Stan l'avait su depuis le début. Son travail pour Corridor Video lui valut une proposition de poste à plein temps de la part de l'entreprise, à $30 000 par an pour commencer. Et ce n'est qu'un début, avait-il dit à Patty ce soir-là, une fois au lit. Ça va monter comme du maïs en août, mon cœur. Si personne ne fait sauter la planète dans les 10 années qui viennent, ils vont se retrouver tout en haut du tableau, à côté de Kodak, Sony et RCA. Qu'est-ce que tu vas faire? Avait-elle demandé, connaissant déjà la réponse. Leur dire que j'ai eu le plus grand plaisir à travailler pour eux. Il rit, la serra contre lui et l'embrassa. Un moment plus tard, il la chevauchait, et il y eut 1, 2, 3 orgasmes, comme autant de fusées brillantes dans un ciel nocturne. Mais toujours pas de bébé. Son travail pour Corridor Video l'avait mis en contact avec quelques-uns des hommes les plus riches et les plus puissants d'Atlanta. Et les Uris constatèrent avec étonnement qu'ils étaient pour la plupart très sympathiques. Ils trouvèrent chez eux un accueil, une gentillesse et une ouverture d'esprit inconnue dans le Nord. Patty se souvint de ce que Stanley avait une fois écrit à ses parents. Les plus sympathiques de tous les riches Américains habitent Atlanta. Je vais contribuer à rendre certains d'entre eux encore plus riches, et ils m'enrichiront par la même occasion. Je n'appartiendrai à personne, sinon à Patricia, ma femme. Et comme elle m'appartient déjà, je suppose que c'est sans risque. Le temps de déménager de Traynor et Stan avait créé sa société, où il employait 6 personnes. Leur revenu en 1983 avait atteint un territoire inconnu, un territoire dont Patty n'avait entendu parler que par de vagues rumeurs. Le pays fabuleux des revenus à 6 chiffres. Aussi facilement que l'on enfile une paire de tennis le samedi matin. Parfois, Patty en avait le frisson. Elle fit un jour une plaisanterie un peu contrainte sur les pactes avec le diable. Stanley avait ri à s'étouffer, mais elle n'avait pas trouvé ça aussi comique que lui. La tortue n'a pas pu nous aider. Parfois, sans la moindre raison, elle se réveillait avec cette pensée à l'esprit, comme si c'était l'ultime fragment d'un rêve par ailleurs oublié. Elle se tournait alors vers Stanley, prise du besoin de le toucher, de s'assurer qu'il était toujours là. Il menait une vie agréable, sans beuverie, sans aventure extra-conjugale, sans drogue, sans ennui, sans discussion violente sur les projets d'avenir. Il n'y avait qu'un seul nuage, auquel la mère de Patty fit la première allusion. Rétrospectivement, que celle-ci eût été la première à rompre le tabou
parut dans l'ordre des choses. Ruth Bloom l'exprima sous la forme d'une question, qui figurait dans une lettre envoyée au début de l'automne 1979, réexpédiée de leur ancienne adresse à Traynor. Patty la lut dans un séjour encombré de cartons d'où débordaient leurs biens, l'air abandonné, déraciné, perdu. Pour l'essentiel, c'était la lettre classique de la maman à sa fille-fille, 4 pages bleuâtres remplies d'une écriture serrée, chacune titrée « Juste un petit mot de Ruth ». Ses pattes de mouche étaient presque illisibles, et Stan s'était plaint une fois de ne pouvoir déchiffrer le moindre mot des lettres de sa belle-mère. « Pourquoi voudrais-tu les lire ?» lui avait-elle répliqué. Celle-là, comme d'habitude, débordait de nouvelles des uns et des autres, évoquées par Ruth Bloom sous la forme d'un delta aux ramifications s'étendant de plus en plus loin à partir du moment présent. Beaucoup de ceux dont lui parlait sa mère commençaient à s'effacer de la mémoire de Patty, comme les photos d'un vieil album. Mais Ruth Bloom était d'une inépuisable curiosité quant à leur santé et à leurs occupations, et donnait sur chacun des pronostics toujours sinistres. Son père souffrait de ces éternels maux d'estomac, il était sûr qu'il s'agissait simplement de dyspepsie. L'idée qu'il pût avoir un ulcère, écrivait Ruth, ne lui traversait pas l'esprit tant qu'il n'aurait pas craché le sang. Et encore. Tu connais ton père, ma chérie, il travaille comme une mule, mais il raisonne aussi comme une mule, de temps en temps. Je me pardonne. Randy Harlingen s'était fait opérer des organes. On lui avait retiré 27 kystes des ovaires, gros comme des balles de golf, mais non cancéreux. Dieu soit loué, tu te rends compte? Ce devait être l'eau de New York. Patty ne pouvait pas se figurer le nombre de fois qu'elle avait remercié le Seigneur que les jeunes fussent à la campagne, où l'air et l'eau, mais surtout l'eau, étaient meilleurs. Tante Margaret était toujours en procès avec la compagnie d'électricité et Stella Flanagan s'était remariée. Et au milieu de cette avalanche de potins, où les rosseries ne manquaient pas, entre deux cancans sans aucun rapport, Ruth Bloom avait lâché, comme en passant, la question redoutée. « Alors, quand allez-vous faire de nous des grands-parents? On est prêt à le ou la gâter. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Patty, nous ne rajeunissons pas. » Prise d'un coup de cafard et de regret pour leur ancien domicile de Traynor, incertaine de l'avenir et inquiète de ce qu'il leur réservait, Patty s'était rendue dans ce qui allait être leur chambre pour s'allonger sur le matelas. Le sommier était encore dans le garage. Ainsi jeté sur le sol nu, le matelas avait l'air d'un objet échoué sur une étrange plage jaune. La tête dans les bras, elle était restée à pleurer pendant 20 minutes. La crise était fatale, se disait-elle. La lettre de sa mère n'avait fait que précipiter les choses, comme la poussière fait éternuer un nez déjà chatouilleux. Stan voulait des gosses. Elle aussi. Ils étaient autant en accord sur ce sujet que sur leur goût commun pour les films de Woody Allen, leur manière de fréquenter la synagogue, leurs inclinations politiques, leur rejet de la marijuana et 1000 autres choses, importantes ou insignifiantes. Ils avaient disposé d'une pièce libre dans la maison de Traynor, qu'ils avaient partagée équitablement en deux. D'un côté, un bureau et un fauteuil pour lire, de l'autre, une machine à coudre et une table à jouer où elle faisait des puzzles. Ils étaient tellement d'accord sur la destination de cette pièce qu'ils n'en parlaient presque jamais. Elle était là, comme leur alliance à l'annulaire gauche. On y logerait un jour Andy ou Jenny. Mais où était l'enfant? La machine à coudre, avec son panier de couture, la table à jouer, le bureau et le fauteuil, semblaient chaque jour renforcer leur position respective dans la pièce, et donc leur légitimité. C'était ce qu'elle pensait, sans jamais le formuler. Comme le terme pornographique, c'était au-delà de ses capacités de conceptualisation. Elle se souvenait, un jour qu'elle avait ses règles, d'avoir ouvert le placard en dessous du lavabo de la salle de bain pour prendre une serviette hygiénique, et d'avoir eu l'impression que la boîte, d'un air suffisant, lui disait « Salut Patty, ce sont nous tes enfants. Nous sommes les seuls que tu auras jamais, et nous avons faim, nourris-nous de sang. » En 1976, 3 ans après qu'elle eut renoncé à la pilule, ils consultèrent un certain docteur Harkavey, à Atlanta. « Nous voulons savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, » avait dit Stanley, « et si oui, s'il est possible de faire quelque chose. » Ils passèrent des examens. Le sperme de Stan était parfait, les œufs de Patty fertilisables et ses trompes en très bon état.
Harkavy, qui ne portait pas d'alliance et avait l'allure d'un étudiant en fin de cycle, le visage souriant et bronzé de quelqu'un qui vient de passer une semaine à faire du ski dans le Colorado, leur avait dit que ce n'était peut-être qu'une question de nervosité. Il ajouta que c'était un cas classique, qu'il semblait y avoir une corrélation psychologique qui, d'une manière ou d'une autre, revenait à de l'impuissance sexuelle. Plus on voulait, moins on pouvait. Il devait se détendre, il devait oublier tout souci de procréation en faisant l'amour. Stan avait une expression renfrognée sur le chemin du retour. Patty lui demanda pour quelle raison. « Ça ne m'arrive jamais ?» dit-il. « Quoi ?»« De penser à la procréation pendant. » Elle avait commencé par pouffer de rire, même si elle éprouvait déjà solitude et angoisse. Et cette nuit-là, alors qu'elle croyait Stan endormi depuis longtemps, il lui avait fait peur en parlant dans le noir, d'un ton neutre qu'étouffaient pourtant les larmes. « C'est moi, » dit-il. « C'est ma faute. » Elle se tourna vers lui à tâtons et le prit dans ses bras. « Ne sois pas stupide, » répondit-elle. Mais son cœur battait fort, trop fort, pas seulement parce qu'il lui avait fait peur. On aurait dit qu'il l'avait lu dans ses pensées et qu'il y avait découvert la secrète conviction qui s'y cachait à son insu. Sans rime ni raison, elle sentit, elle sut. Il ne s'était pas trompé. Quelque chose n'allait pas, et ça ne venait pas d'elle, mais de lui. Quelque chose en lui. « Arrête de dire des âneries !» murmura-t-elle avec violence contre son épaule. Il transpirait légèrement, et elle se rendit soudain compte qu'il avait peur. La peur émanait de lui en vagues froides. Être nu à côté de lui, c'était comme être nu devant un réfrigérateur ouvert. « Je ne raconte pas d'âneries. Et je ne suis pas stupide, » dit-il de la même voix, à la fois paisible et étranglé d'émotion. « Et tu le sais. C'est moi, mais j'ignore pour quelle raison. »« Mais c'est une chose que tu ne peux pas savoir, » répliqua-t-elle d'un ton dur, celui de sa mère quand elle avait peur. Et à l'instant même où elle prononça ces mots, un frisson lui parcourut le corps, la tordant comme un fouet. Stanley le sentit et la serra plus fort contre lui. « Il m'arrive parfois, » reprit-il, « d'avoir l'impression de savoir. Je fais de temps en temps un rêve, un mauvais rêve, et je me réveille en me disant « Ça y est, je sais maintenant. Je sais ce qui ne va pas. Pas seulement que tu ne puisses pas être enceinte, tout ce qui ne va pas dans ma vie. Mais, Stanley, tout va bien dans ta vie. Je ne parle pas de quelque chose qui viendrait de l'intérieur. De ce côté, c'est parfait, je parle de l'extérieur. Quelque chose qui aurait dû être réglé et qui ne l'est pas. Je me réveille de ce rêve et je me dis, toute cette vie agréable n'est rien d'autre que l'œil au milieu d'un cyclone que je ne comprends pas. J'ai peur, et puis ça disparaît tout seul, comme un rêve. » Elle n'ignorait pas qu'il lui arrivait de faire des cauchemars. Une demi-douzaine de fois, il l'avait réveillée par ses gémissements et ses mouvements. Sans doute, en d'autres occasions, avait-elle eu le sommeil trop profond. Mais à chaque fois qu'elle le touchait et le questionnait, il répondait la même chose, qu'il ne se souvenait pas. Il prenait alors une cigarette et fumait, assis dans le lit, dans l'attente que les résidus de son rêve exsudent de ses pores, comme une mauvaise sueur. Pas de gosse. En cette nuit du 28 mai 85, la nuit du bain, leurs parents attendaient toujours de devenir grands-parents. La chambre supplémentaire était toujours inoccupée. Les Tampax et les nanas s'alignaient toujours sur l'étagère du placard, sous le lavabo. Tous les mois, Patty avait ses règles. Ruth Bloom, fort occupée par ses propres affaires, mais qui n'oubliait pas tout à fait les angoisses de sa fille, ne posait plus de questions, ni dans ses lettres, ni lors de leur voyage biannuel à New York. Fini les remarques humoristiques à base de vitamine E. Stanley ne faisait plus allusion au bébé, mais parfois, quand il ne savait pas qu'elle l'observait, elle voyait une ombre sur son visage, comme s'il essayait désespérément de se souvenir de quelque chose. En dehors de ce seul nuage, ils avaient mené une existence des plus agréables, jusqu'à ce coup de téléphone, au milieu de Family Foyd, le soir du 28 mai. Patty, sa trousse à couture et sa vieille boîte de boutons à portée de main, s'était attaquée à 6 chemises de Stan et à 2 de ses blouses. Stan, lui,
s'était lancé dans la lecture du nouveau roman de William Denbrough dans l'édition cartonnée. Sur la couverture, une bête montrait les dents. Au dos, on voyait un homme chauve à lunettes. Stan était à côté du téléphone. Il prit le combiné et dit « Bonsoir, maison Uris ». Il écouta, et une ride se creusa entre ses sourcils. « Qui avez-vous dit » Patty eut un bref instant de panique. Plus tard, honteuse, elle mentirait et dirait à ses parents qu'elle avait su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où le téléphone avait sonné. Mais, en fait, il n'y avait eu que cet instant, ce simple coup d'œil avant de reprendre sa couture. Mais peut-être n'était-ce pas si faux. Peut-être avaient-ils tous les deux soupçonné que quelque chose se préparait, bien longtemps avant cette sonnerie. Quelque chose qui ne cadrait pas avec la belle maison, sa pelouse et sa haie d'ifs nains. Quelque chose de tellement évident que ça n'avait guère besoin d'être mentionné. Ce bref instant de panique, comme un coup vivement porté et retiré de pic à glace, suffisait. « Est-ce maman ?» fit-elle en silence, des lèvres, à cet instant, craignant soudain que son père, qui pesait 10 kilos de trop et souffrait de ce qu'il appelait son mal d'estomac depuis qu'il avait la quarantaine, ait eu une attaque cardiaque. Stan secoua la tête, puis eut un léger sourire à ce que lui disait son correspondant. « Comment ? Toi ? Que sois pendu si... Mike, mais comment as-tu... » Il se tut de nouveau et écouta. Comme son sourire s'effaçait, elle reconnut ou crut reconnaître cette expression sérieuse qu'il avait quand on lui exposait un problème, un brusque changement de situation ou un fait curieux ou intéressant. Sans doute cette dernière hypothèse était-elle la bonne, se dit-elle. Un nouveau client ? Un ancien ami ? Elle revint à la télé où une femme embrassait furieusement Richard Dawson, les bras autour de son cou. Elle se fit la réflexion que Richard Dawson devait être embrassé plus souvent que le soulier de Saint-Pierre, et aussi qu'elle ne détesterait pas l'embrasser elle-même. Tandis qu'elle cherchait un bouton noir assorti à ceux de la chemise en jean de Stan, Patty se rendit vaguement compte que la conversation se déroulait à présent sur un mode plus régulier. Stan poussait de temps en temps un grognement et demanda une fois « En es-tu sûr, Mike ?» Finalement, après un long moment de silence de sa part, il ajouta « Ah d'accord, je comprends. Oui, Oui. Oui, tout. J'ai la photo, Quoi ? Non, je ne peux pas te le promettre absolument, mais je vais y réfléchir sérieusement. Tu sais que... Oh. Il l'a fait ? Tu parles. Moi aussi, oui. Bien sûr. Merci. Oui, salut. Il raccrocha. Patty lui jeta un coup d'œil. Il avait le regard vide, perdu au-dessus du poste de télé. Sur l'écran, le public applaudissait la famille Ryan, qui venait de totaliser 280 points, essentiellement pour avoir répondu les maths à la question « Quels sont les cours que les enfants aiment le moins à l'école ?» Les Ryan ne se tenaient plus et poussaient des cris de joie. Stanley, lui, fronçait les sourcils. Elle raconterait plus tard à ses parents qu'elle l'avait trouvé un peu pâle, omettant d'ajouter que sur le moment, elle avait attribué ce phénomène à un effet de la lumière verdâtre de la lampe sous laquelle il lisait. « Qui était-ce, Stan ?»« Hein ?» Il tourna les yeux vers elle. Elle interpréta son expression comme celle de quelqu'un d'absorbé ou de légèrement ennuyé. Ce n'est que plus tard, repassant sans fin la scène dans sa tête, qu'elle commença à croire que c'était celle d'un homme en train de se débrancher méthodiquement de la réalité, fiche après fiche, le visage d'un homme qui quittait le bleu et fonçait dans le noir. « Au téléphone, qui était-ce ?»« Personne, » dit-il. « Personne, en fait. Je crois que je vais prendre un bain. » Il se leva. « Un bain ? À cette heure ?» Il ne répondit pas et sortit de la pièce. Elle aurait pu lui demander si quelque chose n'allait pas, elle aurait pu le suivre et s'inquiéter de savoir s'il n'avait pas mal au cœur. Il était décontracté sur le plan sexuel, mais pouvait avoir d'étranges pudeurs à propos d'autres choses, et il aurait bien été capable de dire qu'il allait prendre un bain au lieu d'avouer qu'il avait envie de vomir. Mais on présentait une nouvelle famille dans l'émission, les Piscapos, et Patty était sûre que Richard Dawson allait trouver quelque chose de drôle à dire sur leur nom. Sans compter qu'elle n'arrivait pas à trouver ce fichu bouton noir alors qu'elle savait pertinemment qu'il y en avait plein la boîte,
Il se cachait, évidemment, c'est la seule explication. Elle le laissa donc partir et n'y pensa plus. Jusqu'au moment où elle leva les yeux de l'écran et vit son fauteuil vide. Elle avait entendu couler l'eau au premier pendant 5 ou 10 minutes, mais elle prit conscience de ne pas avoir entendu la porte du frigo, ce qui signifiait qu'il n'avait pas sa bière. Quelqu'un l'avait appelé et lui avait collé un gros problème sur les bras. Lui avait-elle dit un seul mot pour le consoler? Non. Avait-elle essayé d'en savoir un peu plus? Non. Ou simplement remarqué que ça n'allait pas? Non, pour la 3e fois. Tout ça à cause de cette émission. Les boutons n'étaient qu'une excuse. Bon, d'accord. Elle irait chercher une bière, elle s'assiérait sur le bord de la baignoire, elle lui frotterait le dos, ferait la geisha, lui laverait les cheveux s'il voulait, et finirait bien par savoir de quoi il s'agissait, ou de qui. Une bière à la main, elle monta au premier. La porte fermée de la salle de bain lui donna sa première pointe d'inquiétude. Elle n'était pas repoussée, mais fermée. Jamais Stan ne fermait la porte quand il prenait un bain. C'était d'ailleurs une plaisanterie entre eux. La porte fermée signifiait qu'il faisait ce que sa maman lui avait appris. La porte ouverte, qu'il n'aurait rien contre le fait de faire quelque chose dont sa maman avait judicieusement laissé l'instruction à d'autres. Patty tapota la porte du bout des ongles et eut brutalement conscience, trop conscience, de leur cliquetis reptilien contre le bois. Frapper à la porte de la salle de bain comme si elle n'était pas chez elle ne lui était encore jamais arrivé depuis son mariage, pas plus qu'à aucune autre porte de la maison. Son inquiétude grandit soudain et elle pensa au lac Carson, où elle était allée souvent nager dans sa jeunesse. Au 1er août, l'eau y était tiède, presque chaude, et on tombait brusquement sur une poche plus froide qui faisait frissonner de surprise et de plaisir. Le plaisir en moins, c'était ce qu'elle ressentait maintenant. Mais si, dans l'eau du lac Carson, la poche froide s'arrêtait le plus souvent à la taille, rafraîchissant ses longues jambes d'adolescente, elle entourait cette fois-ci son cœur. « Stanley ? Stan !» Elle ne se contenta plus de gratter à la porte du bout des ongles, mais frappa sèchement, puis cogna comme elle n'obtenait toujours pas de réponse. « Stanley !» Son cœur n'était plus dans sa poitrine. Il battait dans sa gorge, rendant sa respiration difficile. « Stanley !» Dans le silence qui suivit son cri, la seule idée qu'elle criait ici, à moins de 10 mètres de l'endroit où elle posait sa tête tous les soirs pour dormir, ne réussit qu'à l'effrayer davantage, elle entendit un son qui fit monter la panique du plus profond d'elle-même, comme un hôte indésirable. Un son si faible. Plink. Un silence. Plink. Un silence. Plink. Un silence. Plink. Elle voyait les gouttes se former au bout du robinet, grossir et s'arrondir comme une femme enceinte, et puis tomber. Plink. Ce seul bruit. Rien d'autre. Et elle fut soudain sûre, affreusement sûre, que ce n'était pas son père, mais Stanley, qui venait d'être victime d'une crise cardiaque ce soir. Avec un gémissement, elle saisit la poignée de porte en verre taillé et la tourna. La porte refusa de bouger. Elle était verrouillée. Et brutalement, 3 jamais lui vinrent successivement à l'esprit. Stan ne prenait jamais de bain à cette heure. Il ne fermait jamais la porte, sauf s'il utilisait les toilettes. Il ne fermait de toute façon jamais la porte à clé. Était-il possible, se demanda-t-elle follement, de se préparer à une crise cardiaque? Patty se passa la langue sur les lèvres et éprouva une impression de papier de verre fin frottant sur une planche. Elle lança encore une fois son nom. Toujours pas de réponse, sinon la goutte, régulière et têtue, tombant du robinet. Baissant les yeux, elle s'aperçut qu'elle tenait toujours la boîte de bière à la main. Elle la contempla stupidement, le cœur battant à tout rompre, comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait de la bière en boîte. Et de fait, on aurait pu le croire, car lorsqu'elle cligna des yeux, elle se transforma en un combiné téléphonique noir, d'aspect aussi inquiétant qu'un serpent. « Puis-je vous aider, madame? Avez-vous un problème ?» lui cracha le serpent. Patty raccrocha violemment et recula d'un pas, frottant la main qui l'avait tenue. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle se trouvait dans le salon de télé, que la panique qui était montée jusqu'à son moi conscient avec le calme d'un rôdeur qui grimpe une volée de marche avait eu raison d'elle. Elle se rappela alors avoir laissé tomber la boîte de bière devant la porte de la salle de bain et s'être précipitée dans l'escalier, en pensant vaguement
Il doit y avoir une erreur quelque part, et ça nous fera bien rire dans un moment. Il a rempli la baignoire, et s'est souvenu qu'il n'avait pas de cigarette, alors il est sorti en chercher avant de se déshabiller. Oui, sauf que comme il avait déjà fermé la porte de l'intérieur et que ça l'embêtait de la rouvrir, il avait ouvert la fenêtre au-dessus de la baignoire et était descendu du premier le long du mur comme une mouche. C'était évident, bien sûr. La panique la gagnait de nouveau, comme un âcre café noir menaçant de déborder d'une tasse. Elle ferma les yeux pour mieux lutter contre elle, et Patty restait là, parfaitement immobile, statue blême avec un cœur pulsant dans la gorge. Elle se souvenait d'être descendue en courant, d'avoir trébuché, de s'être précipitée sur le téléphone. Oui, évidemment, mais qui voulait-elle donc appeler? Une pensée insensée la traversa. J'appellerais bien la tortue, mais la tortue ne peut rien faire pour nous. Ça n'avait pas d'importance de toute façon. Elle avait dû être capable de faire le 17 et sans doute avait-elle dit quelque chose d'inhabituel, puisqu'on lui avait demandé si elle avait un problème. Certes, elle en avait un, mais comment expliquer à une voix sans visage que Stanley s'était enfermé dans la salle de bain et ne répondait pas, que le son régulier de la goutte d'eau tombant du robinet lui déchirait le cœur? Il fallait que quelqu'un lui vienne en aide. Quelqu'un! Elle porta la main à la bouche et se la mordit, délibérément. Elle essaya de penser, de se forcer à penser. Les doubles des clés. Les doubles des clés se trouvaient dans le placard de la cuisine. Elle se leva et heurta de sa pantoufle la boîte de boutons posée à côté de sa chaise. Il s'en renversa quelques-uns, qui brillèrent comme des yeux de verre à la lumière de la lampe. Elle en vit une bonne demi-douzaine de noirs. À la porte du placard qui surplombait l'évier à 2 bacs était fixée à l'intérieur une planche vernie découpée en forme de clé géante, cadeau de l'un des clients bricoleurs de Stan 2 Noëls auparavant. La planche comportait une rangée de petits crochets au bout desquels dansaient les doubles de toutes les clés de la maison. En dessous étaient collés des morceaux de bande adhésive portant, de la petite écriture nette de Stan en caractères d'imprimerie, garage, salle de bain haut, salle de bain bas, porte entrée, porte jardin. Un peu plus loin, sur 2 crochets séparés, se trouvaient les clés de voiture, MB et Volvo. Patty s'empara de celle marquée salle de bain haut et commença à courir vers l'escalier, puis s'obligea à marcher. Courir faisait ressurgir la panique, une panique qui ne demandait qu'à l'envahir. Et puis, si elle marchait, peut-être que tout irait bien. Ou alors si quelque chose n'allait pas, Dieu, qui sait, la regarderait, verrait qu'elle marchait tranquillement et se dirait « Bon, j'ai fait une gaffe, mais j'ai le temps de remettre les choses en ordre. » D'un pas aussi calme qu'une femme qui se rend à la réunion de son cercle, elle monta les escaliers et s'avança jusqu'à la porte de la salle de bain. « Stanley » dit-elle, essayant de nouveau d'ouvrir la porte, soudain plus effrayée que jamais, refusant d'utiliser la clé car le seul fait de s'en servir avait quelque chose de trop définitif. Si Dieu ne se manifestait pas le temps qu'elle la tourne, alors il ne le ferait jamais. L'époque des miracles, après tout, était passée. Mais la porte était toujours verrouillée. La seule réponse était toujours le même plink, silence, régulier. Sa main tremblait, et la clé joua des castagnettes sur la plaque de propreté avant de pénétrer dans la serrure et de se mettre en place. Elle la tourna, et le pêne claqua. Son autre main voulut s'emparer du bouton de porte en verre. Il lui glissa de nouveau dans la paume, non pas parce que la porte était fermée cette fois-ci, mais parce que la sueur le rendait glissant. Elle le serra de toutes ses forces et tourna. Puis, elle poussa la porte. « Stanley ? Stanley, Elle regarda en direction de la baignoire, dont le rideau de douche bleu était repoussé à l'autre bout de son support d'acier, et n'acheva pas le nom de son époux. Elle resta simplement les yeux fixés sur la baignoire, le visage aussi solennel que celui d'un enfant pour son premier jour de classe. Dans un instant, elle allait se mettre à hurler. Anita Mackenzie, sa voisine, l'entendrait, et Anita Mackenzie appellerait la police, convaincue que quelqu'un était entré chez les Uris et y massacrait tout le monde. Mais pour le moment, Patty Uris restait debout, en silence, les mains repliées contre la poitrine, le visage grave, les yeux exorbités. Et son expression de contemplation presque religieuse se transforma bientôt en autre chose. Ses yeux s'ouvrirent encore plus,
Sa bouche se contracta en une grimace d'horreur. Elle voulait crier mais ne pouvait pas. Le cri était trop vaste pour sortir. La salle de bain était éclairée par des tubes fluorescents. Avec tant de lumière, il n'y avait pas d'ombre. On pouvait tout voir, qu'on le veuille ou non. L'eau du bain était d'un rose éclatant. Stanley gisait, adossé à la partie en plan incliné de la baignoire. Il avait la tête tellement rejetée en arrière que des mèches de ses cheveux noirs pourtant courts lui touchaient le dos entre les omoplates. Si ses yeux grands ouverts avaient encore été capables de voir, ils auraient vu Patty à l'envers. Sa bouche était ouverte, comme par un ressort, et son expression traduisait une horreur pétrifiée, abyssale. Un paquet de lames Gillette Platine Plus était posé sur le bord de la baignoire. Stanley s'était ouvert l'intérieur des bras du poignet au creux du coude et avait barré ses premières coupures d'une seconde, formant 2 T majuscules sanglants. Les plaies étaient d'un rouge pourpre éclatant dans la dure lumière blanche. Les tendons et les ligaments à nu lui firent penser à des morceaux de bœuf à bas prix. Une goutte d'eau grossit à la bouche chromée du robinet. S'engrossa, aurait-on pu dire, scintilla, tomba. Plink. Il avait plongé son index droit dans son propre sang et tracé un unique mot sur le carrelage bleu, au-dessus de la baignoire, en lettres énormes et tremblotantes. Une trace de doigt sanguinolente zigzaguait à la fin de la 2e lettre. Sa main avait laissé cette trace, remarqua-t-elle, en retombant dans l'eau où elle flottait maintenant. Elle supposa que Stanley avait écrit le mot, son ultime impression du monde, au moment où il perdait conscience. C'était comme s'il avait crié vers elle « Ça !» Une autre goutte tomba dans la baignoire. Plink. Ce fut le signal. Patty Uris retrouva enfin sa voix. Ne pouvant détacher son regard des yeux brillants du cadavre de son époux, elle se mit à crier.